Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ça va, Matt? Eh bien, mieux que toi, on dirait. Mieux que moi, ouais. Petit rhume saisonnal, deuxième épisode de l'année, je pense que c'est le premier d'une longue série. Euh, Hélas, mais sinon ça va. Ça va. Euh, Aujourd'hui, on va parler de quoi, Matt, dans notre épisode? On va parler d'une série que tu avais vraiment envie de voir. Mais en fait, les gens, ils le savent, puisqu'ils tu sais, ils ont cliqué sur un truc où Oui, il y a c'est le vrai, ouais. titre. Ah ouais, il y a le On titre, va ouais. parler de Tout à fait. Bref, saison 2, qui a fait beaucoup de bruit. Je veux dire, pendant que j'étais aux États-Unis il y a quelques mois. Ouais. Euh, Trump, il en a parlé? Ben, il y a eu deux Il dit événements marquants, quoi. bref. La nomination de Trump et puis bref, deux, quoi. C'est ça. C'est vraiment les deux gros trucs. Ouais. Euh, ouais. Mais peut-être avant, quand même, il faut qu'on se rappelle de faire de la pub parce qu'on est dans une période spéciale. Vous savez qu'il arrive bientôt le Black Friday qui sera donc fin novembre, le 28 novembre de mémoire. Et sachez que, en fait, pour la TPSG Academy, si vous vous inscrivez maintenant, vous bénéficiez de la meilleure offre de l'histoire de la TPSJ Academy, puisque après le Black Friday, les prix vont augmenter. Donc, si vous voulez S'envoler vous même, inscrire, s'envoler. ils vont s'envoler. Donc, si vous voulez vous inscrire, franchement, faites-le maintenant. C'est une garantie d'avoir pour toujours les mêmes prix parce que vous devenez élève fondateur de l'académie et vous rejoignez ainsi les élèves qui nous font déjà confiance et avec qui on a beaucoup on a beaucoup de joie en fait dans cette aventure-là. C'est vraiment génial. Et il y aura aussi euh, dans la période, dans les 4 jours qui précèdent le Black Friday, des énormes offres proposées par BLF. Et si vous voulez être au courant de toutes ces offres, il faut vous inscrire sur quoi? Sur le site TPSG. À l'email du Sur rédac chef. l'email de Rédac Chef, par exemple. Ouais, voilà, l'email du Après, rédac suivez chef. les réseaux et vous allez voir les offres, quoi. Enfin, faut rester connecté, comme on dit. Voilà, c'est ça. Si vous êtes connecté à BLF ou TPSG, vous aurez bien sûr toutes les infos pour pouvoir bénéficier de tout ça. Donc, bref, comment on en est venu déjà à vouloir faire bref? Bah, je crois que c'est On en a moi qui l'ai parlé. vu. Et Oui, quand on parce a que moi je l'ai parlé vu. des épisodes à faire cette Ouais, année, je me suis dit, ah, ça quand même. C'est quand oui. même, ça fait énormément de bruit. Elle a eu un accueil unanime. Mm. Je crois qu'elle a la meilleure note enfin, c'est la série la mieux notée de Allociné. Ah ouais, Je sais pas si c'est encore le cas, mais ok. attends, on va vérifier tout de suite Ouais. parce que on est hyper branché. Bref, 2, série TV, 4,3. 4,7. 4,7. Euh, Est-ce que c'est resté la meilleure? Je ne sais pas. je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est élevé. Et moi, je me souviens, oui, ça me revient, parce que moi, je te disais que je déteste, en tout cas, enfin, je déteste le personnage. Et t'as dit, bah justement, ça fait un bon épisode. Donc, on va se faire, bref, de saison 2 pendant 2 heures et demie. Non, le but, c'est pas juste de faire de la critique. Mais c'est de faire une analyse comme on le fait habituellement dans Memento Mori. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'analyser, pas fait d'analyse, pardon, de films ou de séries. Euh, et du coup, c'est bien, ça change un petit peu. Et c'est quelque chose qu'on aime bien faire dans Memento Mori parce que, euh, en fait, dans tous les films, toutes les séries que nous vivons, on a une histoire qui fait écho à la grande histoire, qui fait écho à la vision biblique du monde, où on retrouve des points de contact
avec ce qu'on peut dégager de la vision biblique du monde qui découle de la création, de la chute, de la rédemption ou de la glorification, et en même temps des points de contraste, des points de désaccord, de rupture avec la vision biblique du monde. Et nous, ce qu'on aime bien faire, bah, c'est justement regarder ces films, ces séries, en essayant de les comprendre, quelle est la vision du monde qu'ils essayent, les valeurs qu'ils essayent de nous communiquer, et comment est-ce qu'on confronte ça avec la vision biblique du monde. Et ensuite, de voir aussi bah, comment ça peut être quel levier c'est pour nous quand on discute avec les gens, avec le désir en fait de dire, bah, quand on analyse des chrétiens, qu'on discute quand on discute de produits culturels avec nos amis, c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire dans la perspective chrétienne, parce que ce sont des opportunités pour confronter justement nos visions du monde et aussi de pouvoir témoigner de l'évangile. Euh, et donc, on a regardé la saison 2 de Bref. Oui. Alors, par quoi tu veux commencer, Mathieu? Et je compte sur Bah, toi parce que j'ai le cerveau qui est un petit peu comme ça. Donc, commençons par la fin, je pense. Prenons la fin comme commençons point par... de départ. C'est ça. Vas-y, Ah je non, t'écoute. peut-être juste où ça commence. C'est quoi l'histoire? Vite fait, le Oui, synopsis. le pitch. Ouais, Le pitch, c'est quoi? C'est en fait la suite de Bref, saison 1. Donc, incroyable. Bref, saison 1, c'est il y a 10 ans. Je crois qu'ils ont commencé en 2011, ils ont fini en 2015 ou un truc comme ça. Euh, ou alors je me trompe, c'est juste 2011. Enfin bref. En tout cas, Ouais, je vais c'est regarder. dans les années 2011. 2010, 2011. Euh, donc c'était une... 2011-2012. Ok. C'était une série, je crois il y a eu 40 épisodes de 2 minutes. Euh, le format a été repris en long, en large et en travers. On Ouais. suivait, on suivait la vie d'un personnage, ou en tout cas c'était présenté comme ça, parce qu'en réalité on suivait pas beaucoup sa vie, on suivait surtout un aspect de sa vie, à savoir sa vie sexuelle et sentimentale. Ouais, Euh, les petits trucs du quotidien, quoi. Ça faisait très YouTube. Très petites vidéos qu'il y avait sur YouTube, je trouve, à l'époque, quoi. oui, ça, on retrouvait ça, même si c'était ultra produit, Ah oui, puisque oui, c'est... c'était Canal+. Et en fait, ouais, quotidien, tout à fait. par exemple, il parlait pas beaucoup du boulot, quoi. Euh, donc Ouais. c'est intéressant de Oui, c'est voir sa vie si... intime. Ouais, c'est ça, Sa ça vie vient intime, intime. ses réflexions personnelles. Ouais. En tout cas, voilà, on avait un mec hyper lourd, hyper gras, qui parlait sans arrêt de sexe. Il y avait une référence à sa sexualité à peu près toutes les 15 secondes. Ouais. Euh, et en gros, la saison 2 propose... Alors, on savait pas ce qu'elle proposait avant que ça sorte, mais on voit ce gars 10 ans après, il a maintenant 40 ans. Et il se retrouve sans rien. Au début, il a tout perdu, quoi. Mm. Euh, et puis, voilà, il fait une espèce de quête de déconstruction de lui-même, d'introspection. Crise de la quarantaine, quoi. Crise de la Remise en quarantaine, qu'est-ce que question je de tout fous plein de là? Qui trucs. suis-je? Pourquoi? Et donc, la saison 2 agit comme un commentaire de la saison 1. Et disons-le tout de suite, propose une critique de la masculinité toxique. Euh, en tout cas, ouais, ce qu'elle fait de manière à peine voilée. Euh, voilà. Et on va suivre en fait Ouais, encore une fois les aventures de ce gars. Le format change radicalement puisque là on est plus sur 40 épisodes de 2 minutes, on est sur 6 épisodes de 40 minutes. Donc le ouais, format permet un plus grand développement, un arc narratif à mieux travailler. euh, Aussi, au niveau de la réal, des choses un peu plus ambitieuses. Au niveau de l'écriture, on va jouer beaucoup moins sur le montage, même si on retrouve encore une fois des clins d'œil, des trucs comme ça, mais ouais, plus sur les ouais, ouais. dialogues et sur les personnages. Euh, donc voilà. Ouais, c'est plus juste des gags isolés, c'est une histoire sur 6 épisodes. Euh,
Et ça, je trouve qu'en termes de direction artistique, c'est intéressant qu'ils aient pas juste fait, comme la 1re saison, de montrer, vraiment du coup une histoire comme tu dis un peu qui est un peu un commentaire, un bilan de la saison 1 et de la vie du personnage, hem, avec tout ce côté, en fait thérapeutique quoi. Il y a une thérapie, une analyse, une réflexion, une introspection et qui ne se prêterait pas de toute façon au format très court, de gag qui nécessite ce format-là, tout en gardant ce côté quand même, cette narration, on retrouve la même narration avec la voix off, du personnage principal, qui d'ailleurs n'a pas de ce que je me suis creusé la tête, il a pas de nom le gars. Non, Il c'est n'a pas de jeu. prénom. Non, c'est C'est jeu. Jeu, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Donc parce que quand je voulais prendre des notes un petit peu en regardant, je me disais: «Mais attends, mais c'est que le nom du gars?» et en fait, je réalisais, je dis: «Mais» et du coup, j'ai regardé, en fait, non, c'est Jeu, effectivement, c'est Jeu. Donc ça, c'est je trouve, c'est déjà un parti pris. On pourra y revenir, aussi dessus, le fait qu'il n'ait même pas de prénom. Je trouve que ça te dit quelque chose, c'est un choix, je pense, bien sûr intentionnel et qui, communique déjà pas mal de choses. Heu et je trouvais que de garder cette narration longue, était vraiment intéressante, tout en gardant cette nervosité dans le montage. Hem, je trouvais que ça disait quelque chose d'assez intéressant, ouais. Mmh. D'accord. Hem, du coup, hem, heu, si on avance un petit peu dans la réflexion, quels sont en gros, hein, dans le film, Heu, qu'est-ce que ça nous dit qu'est-ce qu'il veut nous communiquer? Est-ce qu'on va essayer de comprendre, la vision justement du monde, de la masculinité, des problèmes de l'homme, et cetera, qui sont véhiculés dans le film? Qu'est-ce qui dans quel monde, dans quel univers on est plongé dans cette saison-là? Ouais, alors on est dans une espèce de triangle puisqu'on a, heu, jeu là qui est un petit peu au centre et après on a un premier cercle relationnel qui sont ses amis Mmh. et puis un autre cercle relationnel, qui est sa famille. Et donc en fait toute l'histoire tourne autour hem, des relations que je entretiens avec les uns et les autres. Hem On Mmh. voit qu'il a 40 ans. En gros, il veut se poser, mais il veut aussi faire le bilan de sa vie, et aussi de ses relations. Il veut comprendre pourquoi il en est arrivé là. Il veut comprendre pourquoi il est devenu ce qu'il est et puis au fur et à mesure, il veut aussi, changer quoi. Il veut plus être ce gars toxique, ce et en gros, voilà, la série nous dit, ça veut dire quoi être un quarantenaire post-MeToo? Ça veut dire quoi être un homme post-MeToo? Comment, quelle devrait être notre relation à nous-mêmes et aux autres dans le monde, dans lequel on vit aujourd'hui? Et donc, on va on va suivre, les interactions avec, quelques personnages de manière, en particulier, et notamment avec, une femme qui s'appelle Billy, qui était avec, le meilleur pote de Jeu, le personnage principal. Donc Ouais. son meilleur pote s'appelait Ben. Hem et puis en gros, je vous la fais hyper courte, mais Ben, est vraiment le stéréotype de l'homme toxique et donc va agir comme un miroir et comment il s'appelle? À Jeu va se rendre compte que, eh ben, il était lui aussi ce gars toxique quoi, qu'il était Ouais, pas il mieux est comme son pote, c'est et ça. comme son Il est pote. exactement comme lui. Et en parallèle, on comprend aussi que, hem, inconsciemment, hem, heu, alors il reproduit pas, mais inconsciemment, il a été, marqué et traumatisé par son père qui était lui aussi un homme, toxique,
et qui partageait lui aussi des traits d'ailleurs que Ben partage. Et donc qu'il a subi la violence de son père, une violence qui était psychologique et verbale, hein. Son père qui était vraiment la figure du père dysfonctionnel. Euh, et donc il va aussi réaliser qu'il y a pas mal qu'il a voulu compenser. On a les tocs qui arrivent, etc. Donc on a une espèce de... Il y a la figure du psy, il y a, il y a plein de trucs en fait qui nous font comprendre que le but de ce gars, c'est d'aider à réaliser que ce qu'il trouvait normal, en fait, c'est pas juste normal, c'est problématique. C'est un mot qu'ils aiment bien, problématique. Et que en fait, c'est pas normal, mais c'est toxique. Et donc, c'est une espèce de jeu de déconstruction comme ça, de réalisation, de comportement et de relations. Et par là, je pense que le but de cette série, eh bien, c'est de faire en nous qui regardons, parce que en gros, c'est quoi le public de base de Bref 1 et de Bref 2? C'est des mecs qui ressemblent à jeu, quoi. Euh, et donc, le but de la série, c'est que nous-mêmes, nous arrivions à cette analyse de nous-mêmes, de nos interactions avec les femmes, etc., pour arriver à se déconstruire, pour être quelqu'un de plus respectable. Ouais, c'est ça. C'est que, en résumé, par défaut, enfin, j'ai l'impression que c'était un petit peu ça, c'est le propos, c'est par défaut on est toxique, du coup il faut qu'on devienne déconstruit. Tu vois? Et c'est ça que ça te propose, cette déconstruction, avec un espèce de to-do list, existentielle, à cocher. Faut repasser un petit peu sur tous les trucs, qui vont pas dans sa vie, se remettre, en question, heu, embrasser nos angoisses, existentielles avec la thérapie, et cetera, pour arriver finalement à une normalisation, arriver à bâtir une vie qui reste, alors on est vraiment dans un cadre très désenchanté, enfin ça transpire le désenchantement. On se croirait un peu, ça me faisait penser à un petit peu à Houellebecq, dans un ton là comique, mais dans son livre là, le Extension du domaine de la lutte, qui est un peu, assez horrible. Il se lit très vite. Moi, je recommande de le lire si on veut comprendre le désenchantement. C'est quoi un homme désenchanté? On le voit chez Houellebecq très bien, et là, en fait, tu as sur le ton de l'humour, en fait, Ou finalement la alors, même chose. écoutez Mylène Farmer. Ou écoutez Mylène Farmer Tout est aussi. chaos, désenchanté, tu vois. Voilà, exactement. Elle te Elle fait avait dit il y la a longtemps déjà. Elle l'avait dit il y a longtemps, elle a fait la bonne synthèse, la Mylène. Heu et donc, je sais plus où je voulais en venir. Hem, ouais, ça produit un peu ouais, dans ce cas de Désenchanté, un espèce de miroir. J'ai lu un article sur Le Point que j'ai trouvé, assez intéressant. Dans Le Point Pop, là, leur sous-site, sur les films et séries, où en fait, ils disaient qu'il y avait plein de téléspectateurs qui disaient que, en fait, ça avait été pour eux, mieux que d'aller chez le psy, que de regarder cette saison-là. Hmm. Qui a eu vraiment un effet thérapeutique, et je pense qu'avec ce jeu qui n'a pas de prénom, qui incarne justement un peu les angoisses existentielles, la précarité, relationnelle, personnelle, intime d'un quarantenaire, parisien, qui représente un peu un peu un archétype de l'homme, aujourd'hui, enfin d'une certaine masculinité, en tout cas très présente, heu dans les médias et un petit peu partout, où ça permet cette espèce d'identification, jusqu'à un espèce de miroir, psychothérapeutique, où finalement tu peux te voir et tu fais ta propre analyse à travers l'analyse que le personnage fait de lui-même. Et je pense qu'il y avait, c'est en ça, il me semble que ça a aussi beaucoup marché, que le processus d'identification a marché pour beaucoup de personnes, hem, parce que ça reflète une certaine réalité, je trouve, du monde dans lequel on vit. Hem, une certaine réalité de personnes qui arrivent justement à cet âge-là de quarantenaire, c'est notre génération.
Bref, s'il fait ses 40 ans là en 2025, c'est ça? Ouais, donc C'est ça, c'est notre génération. c'est toi et moi, on est dedans, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est notre génération et je pense qu'il y a plein de gars qui se retrouvent là-dedans, qui sont les victimes des non-choix de leur jeunesse ou des choix vraiment faits à la légère et qui se retrouvent à un moment donné rattrapés par la réalité de la vacuité de leur existence à 40 ans et qui se disent purée, j'ai hérité de la vie que je ne voulais pas avoir parce que j'ai pas fait les choix que j'aurais dû faire. Hmm. Euh, et qui sortent de ce déni de dire, bon, en fait, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, mais tôt ou tard, en fait, euh, tu te retrouves face aux conséquences, quoi. Alors, ce que je te propose, c'est de la faire simple, Raph, parce qu'on est des gars simples. Nous, on est des Plutôt basique, ouais. basiques. Je te propose qu'on fasse point de contact et point de contraste. On fait pas de chichi là. Point de Ouais, contact, point de contraste. ouais, ouais. Tout à Euh, fait. alors, dans les points de contact, et dans finalement ce que... pas seulement les points de contact, mais ce qu'on trouve bien aussi, hein. Faisons Ouais, point de contact, ce qu'on trouve ouais, bien, ouais. point de contraste et ce qu'on trouve moins En bien. fait, viens, on discute ensemble du truc, quoi. Oh, oh Voilà, là 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 là. faisons simple. C'est génial, c'est génial. Cette proximité que tu as avec moi et qu'on a avec nos auditeurs, si vous nous écoutez, Ouais, ouais, j'espère que ouais. vous êtes bien là, Ouais. C'est vrai qu'on a que vous oublié soyez de en vous train de dire au bien. début, prenez un plaid et faites-vous un thé Faites-vous chaud, un thé matcha, faites-vous un petit thé matcha, installez-vous, un petit thé matcha. Voilà. Non, changez alors vas-y, ouais, la point de luminosité contact. de votre lumière avec votre application là. Voilà, sur votre humidificateur intérieur, mettez quelques gouttes D'huile essentielle d'huile essentielle. de Voilà, vanille de Madagascar. exactement. Euh, Et faut qu'on arrête. il Point de faudrait qu'on fasse un contact. truc un jour sur les safe places. Parce qu'il y a vraiment un Safe. délire avec ça. Se construire une Ok. safe place, c'est long. J'en peux plus quand j'entends ça. Ici, tu es dans une safe place. Il y a vraiment un truc en termes d'apologétique culturelle, tu vois, de se reconstruire un petit Éden dans un monde déchu, tu vois, pour éviter la réalité. Il y a un petit truc Bah, intéressant là. ça existait déjà à l'époque, on appelait juste ça un cocon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais le safe place, maintenant, on y amène plus une dimension aussi émotionnelle, tu vois, ou même dans les relations, ici, tu un safe place. Ouais. Il y a ce côté où surtout pas d'offense, c'est la tolérance, c'est le machin, enfin bref, c'est l'enfer, quoi. C'est Hmm. l'enfer sur Terre. Euh, donc, ouais, point de contact, ce qu'on a trouvé bien. Point de contact. Déjà, moi, Ouais. je dirais, et c'est là où, en fait, où c'est pas évident parce que c'est mixé, parce que ça, c'est à la fois un point de contact et un point de contraste. Mais je trouve que la critique de la masculinité toxique, même si elle va pas assez loin, elle tape juste, en fait. Mhm. Et je pense que c'est pour ça que ça, je pense que c'est pour ça que ça a bien marché. Alors il y a des limites. Et d'ailleurs, moi, je suis tombé sur pas mal de critiques féministes de Bref, où Oh, justement, oula. ouais, ouais, où justement ils réfléchissaient, est-ce que vraiment Bref a fait le taf? Parce qu'en fait, euh, c'est aussi qu'il faut C'est ça, écouter. il a une mission. C'est ça, c'est que exactement, il y a une mission derrière d'éducation. J'en Mais suis bien sûr. convaincu. Donc en fait, Mm. il faut regarder aussi les mecs qui maîtrisent leur truc, enfin qui maîtrisent leur truc, à proprement parler, là, hein, qui maîtrisent Ouais, leur truc. Est-ce ils sont d'accord? Et alors évidemment, à chaque fois qu'il y a un combat comme ça, on va jamais assez loin. ouais, ouais, t'es Mais, jamais assez mais, pur. mais c'est justement intéressant. Et là où je trouve que ça a marché, en fait, c'était pas une critique frontale. Il y a même des mots qu'ils ont décidé de ne pas employer, comme patriarcat, ça n'est pas employé. Ouais, Euh, et donc c'est plutôt, alors c'est quand même des grands ficelles, hein, on les voit à 2 kilomètres, mais ouais, c'est par le jeu et par les dialogues qu'on comprend, c'est par l'histoire qu'on comprend. Et donc, euh, même s'ils se défendent d'être moralisateurs, c'est quand même hyper moral et ah ouais, moraliste c'est clair. comme narratif, comme discours. Toujours est-il que
je trouve que on aurait tort, et c'est là où en fait il faut que on tranche là, mais on aurait tort de balayer ça parce qu'on dit ah c'est un mec déconstruit, purée le mec, voilà c'est un gros loser, quarantenaire, il veut pas prendre de responsabilité, il veut juste encore kiffer sa vie, ça change pas beaucoup. À la fin, il devient quoi? C'est un grand ado parce que le mec quand même à la fin il bosse dans un truc de jeu vidéo, enfin bref t'as tous les clichés de la terre. Ouais. Mais on aurait tort de balancer tout le bébé avec l'eau du bain parce que il me semble qu'il y a quand même dans les critiques des choses qui sont vraies et qui sont justes de la manière de, de traiter les femmes par les hommes. Et on a raison de critiquer une masculinité qui est vraiment toxique. Et donc là aussi, il faut faire gaffe Attends, à excuse-moi, je te coupe, parce que coupe-moi. les gens peuvent se dire peut-être ils parlent de ça un peu à la légère. Les amis, on a fait 14 épisodes Ouais, sur Toxic War on Masculinity. Vous avez la série euh, dans notre chaîne d'épisodes où on parle justement pendant 14 épisodes de l'histoire de la masculinité toxique, de ce qu'elle est, etc. Donc voilà, si vous voulez creuser le ouais, sujet, ouais. allez voir là-bas, Merci parce que vous verrez un autre. je vois déjà GG du 42 qui va commenter, oui, il parle de la masculinité, ils ont juste vu Bref 2, faites des recherches. Ouais, Mais toujours est-il que euh, il- la critique de la masculinité toxique, elle est bienvenue. On va voir que le problème, c'est pas dans la critique, le problème, c'est dans la réponse. Et qu'est-ce qu'il propose et comment il propose de régler ça. On va voir que c'est ça. C'est ce ça que je viens reste, de décrire. Le diagnostic n'est pas assez dur, la solution est trop molle. Je viens de c'est décrire ça. exactement ça, quoi. C'est exactement. Ça va pas assez loin dans les deux sens, quoi. Ouais, ouais, la solution ne résout rien en fait. Il n'y a aucune résolution, c'est ça qui est Mais terrible. je trouve que c'est assez juste en fait, et c'est là où c'est là où quand même la réal elle est bien, et que le jeu est bien. Enfin, franchement, c'est une série qui est bien produite, Ouais, et c'est pour ça qu'elle a marché aussi. ouais, ouais, ouais. Alors, bien sûr qu'elle arrive au bon moment, etc. Mais justement, je trouve que c'est un des les mecs, ils captent le zeitgeist. Ils l'ont capté il y a 15 ans. Ils le recaptent aujourd'hui. Ils s'adaptent à fond. Euh, et en fait, tu vois, que ce soit même dans les schémas et de la manière dont ils décrivent, tu vois, certains schémas euh, avec Ben et puis lui, donc son pote qui est violent, qui est grossier, etc. Mais lui aussi, et puis avec Ouais. euh, le- le- Mais la il y a, il y a- manipulation, il y a deux choses. Il y a son rapport aux femmes et son rapport aussi à la vie. Tu vois, avec Jean-Paul Rouve, là, le personnage ouais, qui fait, où il dit il s'est assis pour 20 secondes, et il est 20 resté secondes, il est 20 resté ans ou je sais assis pas 20 ans, quoi. quoi, tu vois, immobile. Ouais. Ouais, voilà, tu as vraiment ce côté de. J'ai l'impression que le côté masculinité toxique va est une des composantes d'une vie en fait qui n'a pas de sens, une vie qui n'a pas de but, une vie qui où en fait il a toujours repoussé en fait de rentrer dans l'âge adulte, de se comporter vraiment comme un homme, et ça se traduit notamment par son comportement, notamment avec les femmes. Dans dans la saison 1, parce qu'il y a je ne sais pas combien de conquêtes qui sont dans la saison. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est un truc, je trouve, un des mensonges que tu as dans la saison 1, c'est que le gars, bon, on peut pas dire que c'est le playboy du siècle. Il a le charisme entre l'endive Et le gnocchi, et le gnocchi. Il a pas de boulot, il a pas de machin. Mais par contre, il habite dans un grand appart parisien. Bon, ok, premier truc. Et deuxième moment, en fait, il y a plein de filles séduisantes qui veulent coucher avec lui, quoi, et qu'il arrive à séduire comme ça, tu vois. Et je trouve il y a déjà un truc, enfin, c'est un peu dissonant, et je trouve que c'est là, enfin, ouais, voilà, t'appelles un je fantasme, voulais dire ça. Raph. Non, mais je pense que justement, il y a une vision un peu fantasmée, même un loser qui arrive à. C'est pas l'incel, tu sais, comme on dit aujourd'hui, totalement ça. Il n'arrive pas à nouer des relations qui durent, mais il est quand même. Euh, euh, il arrive quand même à faire des conquêtes, quoi. Mais c'est dans la continuité relationnelle.
dans l'engagement qu'ils n'arrivent pas à s'inscrire. Ouais, tout à fait. Mm. Et question pour toi, quelle est la figure masculine dans la série qui te paraît être l'idéal? Parce qu'on a toujours un idéal comme ça. C'est obligé que tu aies un anti-héros ou un idéal qui est opposé au loser, quoi. Parce que lui, il est loser. Et en fait, c'est ce qui est la bascule, elle est où? C'est que saison 1, c'est un loser, tu vois. Ouais. C'est un loser, mais qui marche un petit peu, Inconscient. comme tu disais, et C'est un... inconscient. Et à Ouais, la fin, c'est quoi le dernier épisode? Ça, bon, en fait, c'est un petit peu tout le monde, quoi. C'est un petit peu nous tous. ouais, On est tous un petit peu comme ça, tu vois. ouais, c'est ça. Euh, et et, et c'est intéressant de voir la critique. Enfin, il y a une mise en abîme dans la saison 2 avec le gars qui joue le rôle de jeu dans le film que son ex a fait de lui sur leur Oui, relation toxique ouais, et qui dit et qui décrit en fait jeu quoi en interview qui dit c'est un mec normal mais qui cause beaucoup de souffrance. ouais, Et donc dans la saison 2 en fait on, on se rend compte que en fait c'est justement pas banal comme je disais, que c'est pas normal et qu'en fait ouais, il y a de la violence et qu'en fait il y a de l'abus, etc. ouais, Euh, mais on a on a des anti-héros et d'ailleurs les anti-héros à chaque fois je sais pas si t'as remarqué mais on les on amoindrit comme le personnage principal d'ailleurs, mais on amoindrit à chaque fois le le salaud, c'est pas un vrai salaud, tu vois, ouais, le père qui est quand même tout ce qui est montré de lui, c'est ouais, quelque chose de, euh, tu vois, on l'excuse, tu vois, ouais, on l'excuse et à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit je t'aime, machin. Mais tout ce qui se rappelle de lui, c'est qu'il a été, qu'il a rabaissé, qu'il a humilié toute sa vie, quoi. ouais, Euh, et donc, il n'y a pas vraiment de figure, il n'y a pas vraiment de mal, il n'y a pas vraiment de vraies conséquences. Mais ça, on en parlera quand on parlera oui, du tout deuxième à fait. point. Ouais. Oui, c'est ça, c'est tout est expliqué, tout est justifié, justifiable, compréhensible, et ce qui compte, c'est le cheminement, etc. Euh, mais ouais, dans les figures. Alors, je trouvais. Alors bon, on y reviendra si tu veux sur la question de l'anti-héros et de Enfin, on va y revenir sur la question de la masculinité aussi. Euh, je trouve que peut-être le personnage qui a une trajectoire qui est assez intéressante dedans, c'est euh, Jean-Baptiste ou Baptiste. Baptiste le Caplin, euh, qui était son coloc loser dans la saison 1, qui vit en slip et qui est celui qui finit tous les trucs de céréales et qui finit par finalement virer de chez lui, qui là se transforme en espèce de papa buddy, gentil, investi dans sa famille avec sa femme et tout ça, qui lui, par contraste, alors qu'il semblait prendre une trajectoire au moins similaire, si ce n'est pire, à celle du personnage principal, finalement a quand même réussi selon un certain standard, tu vois, à se caser, à avoir un enfant, à cuisiner, etc. euh, et qui est mis là en avant. Mais Voilà, mais moi, j'ai, enfin, est-ce que tu trouves que la série le présente de manière non, enviable? Est-ce que tu trouves que, non, non. en fait, c'est l'idéal vers lequel le personnage principal doit tendre en disant, ah ben en fait, c'est ça que je dois devenir. Ouais, ouais, non, non, c'est ça. Non, non, en fait, tu as un exemple de. En fait, il sert de point de comparaison par rapport à ce que lui, il est, mais ce n'est pas il n'est pas présenté non plus étant, comme étant enviable, ni c'est pour ça que je disais papa buddy, c'est que c'est un copain, quoi. Tu vois, c'est un copain dans sa famille, c'est un copain, c'est le bon pote, quoi. Tu vois, c'est devenu un bon pote de famille, tu vois. Et qui est là, même euh, qui est pas du tout enviable. Et en fait, enfin, moi, je n'ai pas trouvé de modèle euh, qui me semble incarner vraiment ce à quoi il doit aspirer, quoi. Toi, t'en as vu un? Bah, je sais pas, mais la figure de son frère, même si c'est pas présenté comme l'idéal, etc.
euh, c'est Ouais, le gars qui a grandi dans la même famille que lui, oui, qui a développé là, je des suis d'accord. mécanismes de survie, Ouais. euh, mais qui a réussi à s'en sortir, et finalement qui a une vie stable avec son compagnon, hein, d'accord, parce que c'est la petite, Ouais. le Et je petit pense que c'est moment pour ça que gay tu vois, de moi, c'était l'histoire. impossible que je te le cite. Mais voilà. Mais en fait, dans l'imaginaire, Ouais. dans la série, dire au repas de famille, etc., t'as en face de jeu qui est un loser, t'as son frère qui est en couple, qui a une famille, qui a des enfants, Mm. euh, et qui est présenté un petit peu comme le gars stable qui a réussi dans sa vie, Ouais, tout à qui va fait. l'embaucher, etc. Tu vois. Mm. Euh, et dire s'il y a une figure de réussite, je trouve, dans la série, c'est en fait C'est c'est vrai. son frère. C'est vrai. Et c'est peut-être le modèle de celui qui est le moins justement toxique. Parce que dans l'esprit, je pense, il y a l'association entre la déconstruction et l'homosexualité, parce que la déconstruction passe aussi par la déconstruction des normes sexuelles. Et forcément, quelqu'un qui est homosexuel, c'est quelqu'un qui est déconstruit, qui s'est affranchi des valeurs et des normes, et qui du coup est le- euh, un parangon de vertu, quoi, dans ce contexte-là. Forcément. Hmm, Donc c'est totalement cohérent avec la vision du monde. Mm. ouais. Mais en tous les cas, je trouve une des réussites, encore une fois, c'est d'avoir aussi montré des mécanismes et de l'avoir fait de manière imagée, c'est-à-dire c'est là où euh, l'artifice du commentaire, c'est-à-dire de la voix off, permet des choses, permet de prendre beaucoup de raccourcis et d'avoir un commentaire direct sur des choses qui euh, qu'on voit à l'écran, euh, mais que lui réalise. Et en fait, toute sa réalisation, à un moment donné, c'est la voix off. Ouais, Et finalement, on a sa ouais, voix c'est off qui est son son surmoi, discours quoi. intérieur, c'est ça, Mm. son discours intérieur, qui vient commenter à la fois ce qu'il comprend, ce qu'il voit des autres, etc. Tu vois. Mais c'est très Ouais, puissant tout à fait. comme levier, quoi. Ouais. Non, et c'est vrai que c'est très bien fait, très bien raconté, et où tu as vraiment ce côté aussi je trouvais même dans le montage, tu vois, avec la- le, le montage nerveux euh, amène ce côté aussi, tu vois, du réel un peu subi, où les choses des fois s'emballent comme ça, les raisonnements, les situations. Il prend en compte les trucs, mais c'est déjà trop tard, etc. Et en fait, ouais, voilà, je trouve que ça, c'est plutôt bien fait. Et tu as une forme de. Je trouve que aussi le fait de mettre de l'humour euh, montre que, en fait, tu révèles justement la vacuité de son existence, parce que tu as un humour qui tranche, qui peut piquer parfois, mais avec une mélancolie derrière qui toujours est là, où en fait, en fait, c'est la salade de regret, quoi, tu vois, en Hmm. permanence. Et tu ris parce que c'est drôle, mais en fait, tu soupires en même temps parce que c'est vrai. Tu vois, tu ris, mais un peu à tes propres, enfin, tu ris par dépit, quoi. Tu dis, ouais, et en fait, c'est Tu un, ris jaune. voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un des leviers, de l'humour, qui permet de faire passer des trucs comme ça et qui est très bien. Et je pense qu'il faut voir là-dedans, comme on le dit souvent, les artistes euh, nous permettent, le regard qu'ils ont sur le monde nous permet de comprendre la vision du monde, les questions que se pose la société. Et si ça marche, si ça a marché, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui se sont retrouvées là-dedans. Des femmes qui ont dit, il faut que mon copain voit ça pour qu'il se rende compte que en fait c'est un loser. Des Que mecs c'est qui ont lui vu le ça et mec qui ont du dit film. Ça, c'est exactement, la punchline. exa- exactement, que c'est lui le mec du film aussi, tu vois, et il y a un côté poupérus, et que les hommes aussi fassent leur psychothérapie là-dedans. Et ça, en fait, ça révèle quelque chose euh, où, en fait, de la manière dont on comprend les problèmes de la masculinité, les problèmes même de la vie, euh, du, un peu une incarnation de la classe moyenne basse. euh, euh, mais classe moyenne quand même, parce que bon, il y a des galères d'argent, mais
C'est pas le premier ressort en tout cas, mais un peu de cette classe moyenne, justement, qui vit dans un monde complètement désenchanté, qui n'a plus de sens, et qui se rend compte, en fait, malgré elle, qu'elle ne peut pas s'affranchir des angoisses existentielles par la multiplication des conquêtes, par la fête, par l'alcool, par toutes ces choses-là. Parce que, en fait, tu peux, à un moment donné, tu te retrouves face aux vraies questions sur ta propre vie, quoi. Et donc, Hmm. en ça, je trouve que c'est un miroir, en fait, comment on dit, des névroses un petit peu de notre société. Ça nous aide à comprendre un petit peu les névroses de notre société. Ça ne veut pas présenter de solution et c'est conforme aussi à notre époque. Il y a une solution qui est l'introspection, la remise en question. Il y a quand même des belles choses avec les demandes de pardon, etc. Mais finalement, tu as un côté un peu camusien peut-être dans tout ça. Mais voilà, je sais plus quelle était la fin ou jusqu'où je voulais arriver. Voilà, Je voilà. te laisse faire ton introspection. Ouais, merci, 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 merci. Autre chose à souligner dans les points de contact. Oui, je trouve qu'on retrouve quelque part le paradoxe de, en même temps, euh, l'authenticité, sois toi-même, et en même temps de dire maintenant il faut que tu deviennes quelqu'un. Tu vois, tu ne peux pas rester comme tu es. Et cette tension-là, elle est pas, il n'y a pas de résolution. Euh, je trouvais dedans parce que tu as ce côté vraiment, alors du moi moderne, hein, là on est en plein dedans aussi, de, de l'individualisme expressif, qui en même temps se retrouve, quand tu es un individualiste expressif, bah forcément tu fais du mal aux autres. Et c'est ce qu'on retrouve là avec ça, où en fait les autres sont instrumentalisés pour ton bien-être. Et finalement, en fait, bah, c'est une impasse. Faut que tu en sortes, faut que tu deviennes meilleur, mais quel est le modèle de ce meilleur, tu vois? Et il y a ça, et aussi associé à ça, le fait de dire qu'en fait, il n'y a aucun, finalement, il y a une critique de la masculinité, une critique d'une certaine façon de vivre, mais la solution est de trouver soi-même un meilleur sens que le premier sens qu'on s'est donné. Le sens de cette vie, il est toujours quelque chose que tu te crées. Et il y a un consensus qui se dégage, que en fait le sens qu'il s'est créé dans la saison 1 à sa vie n'est pas le bon. Mais là, il faut qu'il trouve lui-même un nouveau sens et c'est tout ce travail d'introspection. Et ouais, c'est un des points de contraste, c'est qu'à aucun moment donné, il y a quelque chose qui est reçu dans un monde qui a déjà un sens auquel on doit se conformer. C'est à nous toujours de donner le sens. Et c'est pour ça qu'il y a une solution qui est tout à fait médiocre. Hmm. Excellent. Tu en vois Est-ce d'autres? qu'on va vers les points de contraste? Ouais. Euh, bah, en point de contraste, euh, moi, euh, je sais pas si c'est un point de... Non, c'est pas un point de contraste. Non, vas-y, toi, commence avec les points de Mais contraste. peut-être c'est Moi, un truc j'ai... que t'as pas aimé, hein. Tu peux juste dire un truc que Ouais, t'as pas aimé. ouais, en fait, enfin, j'aime pas, et franchement, c'était un devoir de regarder. Les Je sais chauves. que c'est utile. J'aime pas les chauves. Je sais que c'est utile pour représenter, pour nous aider à comprendre, et en plus, il y a une analyse qui est quand même, tu le disais, intéressante, assez fine. Bon, c'est bien fait, etc. Mais pour moi, ce que ça révèle de enfin, le fait de produire ça, ce que ça révèle de ce qu'on est devenu en tant que société, euh, je trouve que c'est très révélateur et en fait, ça produit tout ce que je n'aime pas. Euh, et ce côté de ce loser comme figure moderne à la subjectivité blessée, qui n'est qu'émotion et remise en question, qui est que fragile, qui est cet homme qui n'a pas de colonne vertébrale, qui n'a pas de valeur,
qui est moralement ambigu, qui a un espèce de narcissisme incarné, qui est un petit flocon de neige, qui se remet en question, qui sait pas qui il est, etc. C'est ce côté de l'anti-héros qui entraîne en même temps, finalement, qui représente ce qu'est notre société. Euh, En fait, victime de ces non-choix, me, ouais, me révèle quelque chose de, en fait, justement sur la masculinité, entre autres, euh, et que en fait, on veut des personnages qui nous ressemblent, qui nous remettent pas en question. Où avant, on avait des modèles, tu vois, de héros qui étaient des héros qui allaient nous transcender. Aujourd'hui, on veut des héros qui, en fait, sont des anti-héros qui vont nous ressembler. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a plus d'idéal et que l'idéal que pouvait représenter un héros, on l'a pas. Et en fait, on veut finalement, euh, finalement, on se retrouve quand même jugé. Tu peux te retrouver quand même jugé par ce personnage-là, mais en même temps, tu peux t'identifier à lui et te dire, bah en fait, on est un peu tous pareils, et surtout, on a tous des excuses. Justement comme lui, en fait, qui se trouve finalement plein d'excuses, et qui a des remises en question, mais qui sont en fait très égocentrique. Il veut changer, mais le but, c'est que lui se sente mieux, tu vois. Et donc, il y a ce côté d'exemplarité par le bas, comme un miroir qui convient bien à tout le monde, qui en fait me dit qu'il y a des choses vraiment qui vont pas, quoi. Hmm. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime pas ça. Moi, je veux des héros. Moi, je veux voir des Maximus. Je veux voir je veux voir des contes de Montmirail. T'imagines? T'imagines le comte de Montmirail qui arrive et qui l'attrape la Godefroy le Hardy et qui l'entend et qui vient interrompre sa voix intérieure et qui lui met un coup de bouclier sur la tronche et qui lui dit allez, sois un homme droit, sois un homme de valeur. Enfin voilà, tu vois, moi je veux ça quoi. Moi je veux un Batman, je veux un Clint Eastwood, je veux des mecs qui me transcendent, je veux un Aragorn quoi, tu vois, qui prend l'épée et qui dit allez les mecs, on y va quoi, tu vois. C'est et, et c'est ça, je pense qu'on a besoin pour se construire de figures héroïques comme ça qui incarnent des valeurs, euh, qui se battent pour des choses qui sont plus grandes qu'eux, mais comme notre société n'a plus rien de plus grand que l'individu lui-même, pourquoi se battre? Et ben en fait finalement on n'a plus de héros qui nous transcendent et même on les trouve ridicules. Et on se sent obligé de les déconstruire. Tu vois ça très bien dans les Marvel ou des trucs comme ça, parce que bah, en fait on ne croit plus aux hommes qui ont de vraies valeurs. On ne vit plus rien d'épique. On a des jobs qui ressemblent à rien, qui n'ont pas de sens pour beaucoup de personnes dans une vie, dans une société qui ne donne pas de sens non plus, euh, où chacun fait juste ce qu'il veut et du coup ça te génère c'est une usine à, à- au personnage de Bref, quoi. Voilà. Hmm. Et c'est ça qui m'énerve en fait. Ça va aller, Raph. Ouais, ça va aller. Euh, ouais, en fait, je trouve la plus grosse escroquerie de la série, c'est de proposer que deux voix. T'as euh, la voix de Ben, qui est en fait une espèce de loop vers sur ce que je est, sur ce que le personnage Ouais, principal empire, est. quoi. C'est le même empire. C'est le même empire. Et quelque part, en fait, c'est presque, ah, mais en Sans fait, humour. je vais, je, je vais finir comme ça. Peut-être sans l'aspect Hum, violent, parce que hein. j'ai un physique de ver de terre, et que j'ai moins de volonté qu'une noix. Ouais, c'est ça. Mais au fond, j'ai les mêmes réflexes, j'ai les mêmes biais, etc. Hum, Et de l'autre côté, l'alternative, c'est être quelqu'un de déconstruit qui ne se construit qu'en rapport avec les autres. Et en fait, c'est ouais, ça c'est ça. on en vient à la question des gender studies, en fait, où tu ne te Hum, construis qu'en miroir à l'autre et qu'en rapport à l'autre. Et donc, la c'est ça. masculinité, la seule masculinité acceptable, c'est-à-dire la seule masculinité véridique ou enviable, en fait, c'est la masculinité.
qui n'est pas toxique. Mais elle ne dit pas ce qu'elle est. Elle dit surtout ce qu'elle ne doit Exactement. pas être. Et ça, Mais c'est la déconstruction. c'est la déconstruction. Mais Mm. elle ne donne pas d'idéal, comme on a dit. Elle Ouais. ne donne pas de valeur. Elle ne donne pas de vertu. Mm. Et elle n'est morale que par rapport à un idéal qui a été fixé par autrui, tu vois. Et donc, c'est là Ouais, c'est la ça. transcendance immanente. C'est-à-dire que, euh, en fait, on reproduit ce qu'on critique. On dit, ah, mais c'est des normes sociales qui sont imposées et on impose d'autres normes Norme sociales, quoi. sociale. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a plus d'universalisme, il n'y a plus de transcendance. Et ça, je trouve que c'est ouais, c'est le truc effectivement que tu retrouves, qui est vraiment l'escroquerie, avec cette solution qui est, ouais, qui est il faut alors je trouve que le fait qu'il y ait une remise en question, c'est quelque chose de positif, qu'il y ait, une demande de pardon, c'est quelque chose de positif aussi, une prise de conscience. Mais tu te dis: «Mais quelle galère en fait de d'arriver à tout ça pour ça». Quelle perte de temps, heu et quelle difficulté en fait quand tu n'as pas un sens qui t'est donné, mais que tu dois déduire d'une, de la Sittlichkeit, qui a évolué, dans le contexte dans lequel tu es. C'est vraiment, finalement très, très compliqué, quoi. Et de pas avoir un homme qui a une colonne vertébrale, avec, des valeurs et qui sait qui fait le mal. Parce que tu peux retrouver ça, tu vois? J'ai pas d'exemple là, comme ça, mais il y a beaucoup d'exemples de films où tu as un personnage, heu heu, qui fait n'importe quoi et ça fait partie souvent des actes narratifs, quoi. Tu vois? Du personnage qui d'abord fait n'importe quoi, mais qui se reprend pour faire quelque chose derrière de mieux et qui va se transcender jusqu'à se sacrifier, tu vois? Pour le bien. Mais là, en fait, tout est centré sur lui, en fait. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est le mensonge, c'est que c'est là où je dis: «Il n'y a plus rien d'épique, il n'y a plus rien de transcendant, il n'y a plus de rechercher la quête du bien, quitte à se sacrifier». Et c'est ça pour moi un modèle de masculinité vertueuse. Heu c'est la quête de mon bien-être et en fait, il faut qu'il règle, ses problèmes. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il commence à avoir, en fait, de la culpabilité et en fait, cette culpabilité, il n'arrive pas à vivre avec et c'est ça qui le pousse dans cette démarche-là. S'il y a pas de culpabilité, il y a pas de mal. Et c'est là où c'est vraiment, mensonger, et quand tu n'as plus de cadre, que tu n'as plus de loi, que tu n'as plus un sens et une autorité qui t'est donnée pour te dire: «Non, voici ce qui est attendu de toi et voici quel est le comportement juste, voici ce qui est sage, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal». Eh bien, en fait, tu es condamné à une forme d'errance qui peut-être dans la saison, 3 de Bref qui feront dans 20 ans selon comment les choses vont évoluer, bah, soit il aura, à ce moment-là, je sais pas, changé de sexe, soit il y aura de je sais pas quelle évolution, qui auront fait qu'il sera encore plus déconstruit ou il sera parti encore dans un autre truc et voilà. Et en fait, ce fait de toujours, être dans la déconstruction, l'anti-histoire, de niveler par le bas sans cesse, et ben, en fait, tu as plus de vraies valeurs, tu plus d'aspirations, qui sont là, qui te dépassent et tu as une masculinité qui doit se corriger, par rapport aux autres, mais qui n'a pas de but, en elle-même qui lui est donné. Hem Et tu vois, alors je pense à un truc, je saute du coq à l'âne. Heu, je je trouve en même temps, beaucoup de gars qui regardent ça, qui regardent Bref, sont aussi des mecs qui vont se passionner pour regarder aujourd'hui, le MMA, par exemple, tu vois? Qui est le sport qui, explose, tu vois? En termes d'audience. Ça devient le nouveau sport un petit peu à la mode. Bon, tu as aussi beaucoup plus de personnes qui se mettent à pratiquer, mais tu en as énormément qui regardent et c'est un public, à 99 masculin. Pourquoi? Et je trouve une bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, il y a tant de mecs qui se passionnent pour ça? Bah, parce qu'en fait, dans leur vie, je crois qu'ils ont pas de combat. Tu vois? Ils ont pas de combat et en fait, ils ont besoin de regarder un combat, de se jouer un film, de se projeter dans quelque chose, qui ressemble à quelque chose d'épique, à quelque chose de dangereux. Parce qu'en fait, dans leur propre vie, ils
ne mènent pas de combat contre eux-mêmes. Et finalement, dans le cadre du MMA, tu as un peu le combat dans notre époque où il y a pas de guerre, où il y a pas, tu vois, de combat à mort, et cetera. C'est dans le cadre, tu vois, de ces sports-là qui vont être les sports de combat les plus heu, heu, totaux, qui sont les plus complets, qui ressemblent le plus à vraiment à la dimension guerrière, que les gars vont retrouver en fait finalement un côté qui va les transcender, qui va les impressionner, heu, parce que et ça pour moi c'est justement ce qui explique ça, pour moi, c'est qu'on a vu qu'on a totalement perdu la dimension de la transcendance, on a oublié qu'en fait, être un homme, c'est de vivre littéralement dans un octogone. Tu vis au quotidien dans un octogone contre la chair, contre Satan, contre le monde et tu dois apprendre à te battre au quotidien pour être un homme vertueux, un homme qui, plaît à Dieu, un homme qui se bat pour le bien, dans le monde et qui a un vrai combat à mener au quotidien, pour les autres. Et en fait, quand tu as plus ça, bah, en fait, tu ressembles à jeu de bref et tu regardes des mecs dans un octogone qui se battent. C'est aussi un fantasme. Et c'est un fantasme, voilà. Donc tu ressembles aux mecs de bref et tu fantasmes sur les mecs dans l'octogone, tu dis: «Ouais, c'est des guerriers». Mais mec, tu es appelé aussi à te battre, quoi. Et c'est là où nous, en tant que chrétiens, il faut ramener rappeler justement le cadre et bon, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans Vivre pour Jésus, sur l'importance de la radicalité dans le combat contre le péché, de rappeler qu'en fait, on est dans une guerre, quoi. Et que dans cette guerre-là, en fait, on peut pas sortir de l'octogone, croire qu'on peut sortir de l'octogone et ressembler au gars de Bref. C'est juste pas possible. Mmh. En fait, le gars de Bref, il est dans l'octogone, sauf qu'il est par terre, il est en train de se faire tabasser la tête spirituellement et il s'en rend même pas compte. Et il est là avec ses grandes remises en question, tu vois. Mmh. Un autre truc que tu disais, intéressant là, c'est que tout tourne autour de jeux et que finalement même la déconstruction et l'évolution du personnage, c'est une évolution qui tourne autour de lui-même. Et ce que je trouve, symptomatique aussi, c'est que, hem, il y a un moment où il se remet en question, un truc, je sais pas si tu te souviens, il est sur le canapé, il envoie des messages, machin et puis, heu il il se rend compte qu'il parle à quelqu'un, mais il a mis «je». Je crois que c'est le moment où il demande Oui, oui, pardon oui. et Et il fait cetera. la synthèse et tu as tous les jeux. Ouais, ouais, tout Exactement à et fait. après il montre: «Ah là là, c'est moi, vraiment, je parle de moi» et cetera. Ouais, Et ensuite il change et tout et en fait, ce qui est mis en avant ici, c'est vraiment le thérapeutique. C'est ouais. que la seule manière de se dégager du jeu, c'est l'empathie et en Mm. fait, l'enjeu principal, C'est ça. c'est de comprendre l'autre pour avancer. Et ça, tu le Mm, vois, c'est exactement le même mécanisme dans sa famille. mm. Il y a une scène Avec qui le son montre frère, ouais. hyper bien, Ouais. c'est la Dans sa scène tête. non, le Ouais, repas c'est de ça. famille. Oui, mais après, il fait rentrer son frère Ah dans sa oui, tête pour lui oui, montrer oui, c'est ça. Après, il ce va qu'il a machin, vécu et mais tout. Ouais. exactement. Mais le repas Ouais. de famille où, tu sais, il se dit, ah, mais j'ai fait ça parce que machin et tout. Et puis, en fait, il veut construire de l'empathie pour comprendre les autres, pour changer lui-même, tu vois. Et en fait, on a quelqu'un qui est en train de se déconstruire, mais qui se déconstruit autour de lui-même. Et là, on a le plus grand point de contraste avec ce que tu disais, que la masculinité biblique, c'est-à-dire que entre la masculinité toxique et la masculinité déconstruite, il y a la masculinité biblique. La masculinité biblique, elle est fondée sur une vertu principale, tu l'as dit, le sacrifice, l'amour sacrificiel. Mm, Et donc, c'est quelque chose d'héroïque, d'épique. Et ça, en fait, c'est la question du service, c'est tourner vers l'autre. Donc, la mm, seule question, la seule façon d'être vraiment un homme, c'est en étant tourné vers les autres. Et donc là, euh, à la fois, on est obligé de se décentrer, parce qu'en fait, ce qui se passe à la fin, c'est que, euh, et c'est une critique d'ailleurs que certains féministes ont fait de la série, c'est que à la fin, le gars, il devient un nice guy. Euh, mm, c'est un gars sympa. Et et il y a quand même une critique des gars sympas, c'est que c'est des gars sympas, mais ils sont sympas pour obtenir un truc, quoi. mm, Et donc, mm. en fait, Ouais, il devient pas euh, vertueux, il devient sympa. il devient pas vertueux, il devient sympa, et il est toujours centré sur lui. Et donc, l'empathie lui permet
En fait, l'empathie lui permet de se décentrer. L'empathie lui permet de réfléchir de manière différente, mais l'empathie ne va pas résoudre son problème d'égoïsme. Tu peux Mmh. être plein d'empathie et penser qu'à toi. En fait, Ouais, c'est pas le fait de mieux comprendre. Tant que tu vas pas servir l'autre, tant que tu changes pas dans ce que tu fais, en fait, tu pourras mieux penser, mais agir toujours de manière pourrie, quoi. ouais, ouais, exact, exact. Hem, est-ce qu'on, heu, est-ce qu'on arrive à la réponse chrétienne? On arrive à la réponse chrétienne, mais je pensais à un autre truc Tu là, voulais d'autres juste. trucs? Je pensais à un autre truc et ça m'est sorti de la tête, donc Ouais, peut-être ça me reviendra. ouais. Hem, moi, je trouve, tu vois, comment tu fais un pont avec ça, c'est que tu as dedans, hem, vraiment, justement dans ce monde, désenchanté que tu as un télos qui est complètement perdu, hein, un sens du monde qui est totalement, perdu. Il n'y a pas d'eschatologie, si ce n'est, la seule chose, c'est de justement devenir un nice guy et peut-être, avoir un couple stable avec un enfant. Heu tu vois, c'est vraiment, minimaliste, et juste d'être bien avec soi-même, quoi. Tu vois, Ah finalement si, d'être ça y est, réconcilié avec soi-même. j'ai retrouvé. Ouais, vas-y. Ouais, juste avant de tu Ouais, reprendras après ça, mais juste ouais, un des trucs, c'est pas que j'ai pas aimé ou etc., mais c'est plutôt une incohérence. C'est que t'as pas vraiment de conséquences. C'est-à-dire que euh, les conséquences, elles arrivent pour Ben, c'est-à-dire le gars vraiment, vraiment ouais. mauvais, quoi. Agressif, Euh, ouais. La seule conséquence et c'est peut-être un avertissement, tu vois, si tu continues comme ça, bah, voilà. La seule Mmh. conséquence, c'est cette femme qui a été un peu entre les deux et qui lui a permis de réaliser des trucs, qui finit par ne plus vouloir lui parler à un moment donné. On voit que lui, il Mmh. l'appelle et qu'elle répond même pas. Euh, mais en fait, les femmes qu'il a maltraitées, enfin, la seule conséquence a été le film, là, voilà, un gros truc d'ailleurs. Je veux dire, et c'est un peu gros, c'est-à-dire que la seule conséquence, c'est un film, qui est carrément un film sur lui qui a été fait, tu vois. Ouais, Mais par exemple, mais dans son entourage proche, euh, son ex, comment dire ça en copine? français châtié, disons, celle qu'il appelait pour passer du bon temps à chaque fois, Ah là, oui, comment oui. elle s'appelle? Malga ou comment elle Ouais, ouais. s'appelle? Je sais plus. Madra, Malga, ou je sais plus Ouais, comment ouais. elle s'appelle. Ouais. Euh, Aucun problème, tu vois, elle Ouais, ouais. continue à lui parler. D'ailleurs, elle lui donne des conseils. Elle est super contente pour lui quand il a réalisé le truc et tout. Ouais, Alors ouais. qu'elle l'a traité vraiment, il l'a traité comme n'importe quoi. Et en fait, tu te dis, mais c'est un monde où même relationnellement, il n'y a pas beaucoup de Ah, conséquences, quoi. C'est-à-dire que c'est il y a une vrai. loupe sur certains trucs, mais même, encore une fois, la manière dont l'a traité son père, etc. Alors, je trouve, il y a le chemin du pardon, le truc, machin et tout, Ouais, ouais. mais tu pourrais, enfin, t'en as déjà parlé dans le podcast, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Voilà. Donc, Ouais, tout à fait. c'est, Ouais, ouais. c'est, c'est un truc C'est où tu pas dis, mais c'est pas aussi sombre que ça devrait l'être, en fait. exactement. Et c'est là où tu Ouais, disais, les symptômes, là, ils vont pas assez loin, en fait, parce que ouais, tu dis, mais c'est bien pire. C'est-à-dire, les conséquences ouais, sont ouais. bien pires. Et en fait, c'est encore plus C'est ça. dégueulasse. I C'est encore plus dégueulasse Ouais, ouais. que ce qu'ils voient. On dit, ah mince, en fait, je suis pas bien. Nanana. Non, mais c'est dark. C'est vraiment, Ouais, ouais. il a sali des gens. Il les a Ouais, détruits. ouais. Son père, il a détruit des gens. Et en Mmh. fait, tu vois, il y a un truc qui est pas assez dark dans la série, qui Ouais et comme correspond d'hab, pas hein, vraiment à ça. comme d'hab, on le disait, même dans Gotham City, c'est pas aussi dark que la réalité. En fait et Ouais. seule la Bible décrit le monde tel qu'il est vraiment et nous met face aux conséquences de la noirceur du péché et quand bien même même dans son introspection, il y a une remise en question, mais il y a pas la ce qui est une des composantes de la repentance, qui est vraiment la contrition. Il n'y a pas de La contrition. contrition face au mal. C'est mal parce que c'est mal, pas juste parce que Hmm. ça me met pas bien. La haine du péché pour ce qu'il est, et de leur immoralité et de
dire: «Mais moi, je suis capable de faire ça», mais c'est terrible. Ça manque et en fait, c'est une accusation finalement en creux contre la série, dans le sens, effectivement, ça va pas assez loin et ce que tu dis me fait penser aussi même à l'amitié. Ce que tu as dedans, c'est une amitié qui est, pareil, qui est viciée parce que c'est une amitié, compréhensive, permissive, même quand ils doivent lui faire des remarques, quand il dit: «Ouais, est-ce que je suis vraiment cet homme-là?» «Ouais, bah, tu l'es un petit peu et tout», mais tu sens que si j lui ne mettait pas sur le sujet sur la table, finalement, les autres, tu vois, est-ce qu'ils auraient le courage de mettre sur la table? Et comment tu te dis d'avoir les mêmes potes pendant, 40 ans, enfin pendant, 20 ans entre la saison 1 et la saison 2, presque 20 ans et en fait, ils t'ont pas cartouché, tu vois? Il y a pas un moment donné, justement, un gars qui prend, l'autre, face à face, alors tu as la discussion avec le frère, qui est là, mais, tu vois, il manque ce côté de vérité. Et de pas avoir une amitié qui est juste, bah, on est des bons potes pour boire des coups ensemble, bien s'entendre, s'écouter, tu vois, ce côté très thérapeutique de l'amitié, mais qui est pas une amitié qui est comprise comme étant aussi une relation, un engagement les uns envers les autres pour aussi, nous aider à aller vers le mieux, pour nous confronter quand il y a besoin de nous confronter, et cetera, quoi. Et je trouve que voilà, c'est aussi un truc, et ça va avec le manque de repères et ce côté désenchanté ou même l'amitié est désenchantée. En fait, tout est désenchanté, quoi, finalement. Tout est chaos. Tout est chaos, tout à fait, ouais. Donc vas-y, tu raison, faut maintenant aller vers la synthèse Ouais, chrétienne, comment ouais, nous, on récapitule l'histoire, on la redit avec l'évangile et avec la vision biblique de la masculinité aussi. ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'il y a, derrière en fait, on pourrait dire, heu, finalement, justement, le péché n'est pas aussi assez souligné, Mmh. et cet arc narratif de l'anti-héros qui finit comme un anti-héros, c'est un peu le récit d'une conversion, avortée, qui n'a pas lieu. Tu vois, il y a pas de changement, réel. Tu aucun espoir que ces changements durent. Simplement, il va gérer mieux ses ses travers en prenant, ses vices, en prenant plus en compte, heu, la volonté des autres. Mais il y a au lieu de voir une possible conversion avec une, réelle rédemption et un pardon, tu n'as qu'un espèce finalement de reboot. Il faut, rebooter le truc et remettre les choses à plat et partir, et en fait, enfin voilà, n'aboutit finalement à quelque chose de décevant plutôt que ce qu'est la conversion, qui est, bah, justement la repentance et la foi et qui te fait rentrer dans une alliance, et pas dans un reboot, mais une alliance avec la vie nouvelle en Christ, où en fait la grâce, de Dieu et le réel pardon et la véritable, reconnaissance de son péché et de ses conséquences, tu peux y faire face vraiment, avec Christ parce que tu as une réelle aussi, espérance qui t'est offerte, le véritable pardon, pour ce que tu as fait, qui engendre cette grâce, engendre une vraie liberté, face au péché et la capacité aussi d'assumer tes responsabilités, et de demander un pardon qui est pas, pour toi, pour que toi tu te sentes mieux, mais qui cherche vraiment à réparer et confesser, reconnaître le mal pour ce qu'il est et avec une vraie, et c'est ça la beauté de la liberté chrétienne, c'est que, en fait, quand tu es, uni à Christ et que tu vis pour lui, en fait, tu n'as plus du tout à te donner un sens à ta vie. Tu comprends que le sens, c'est pas toi qui le construis. Il n'est pas quelque chose qui sort de l'intérieur vers le monde réel, comme si ce monde réel n'avait pas de sens et c'est toi qui dois lui donner un sens. Non, tu es dans un monde et c'est là toute la question de la vision chrétienne du monde. Tu es dans un monde dont Christ est Seigneur, sur lequel il règne et toi, justement, tu dois vivre dans ce monde comme il veut que tu vives et c'est seulement en vivant à la suite de Christ que tu auras la meilleure des vies et que tu auras une vie qui sera aussi en bénédiction pour les autres et dans ce sens-là, en tant qu'homme, que tu pourras enfin être, guéri, que tu pourras, enfin, tu seras
pardonner de ta masculinité toxique et tu pourras en guérir en apprenant non plus à vivre pour toi, non pas simplement à vivre pour le bien de ton prochain, mais à vivre pour Dieu et en vivant pour Dieu aussi en faisant ce que Dieu te demande, donc de vivre pour le bien de ton prochain, en étant sûr du coup que tu cherches le bien réel, le bien qui est fondé pour l'autre et devenir du coup un homme de plus en plus vertueux. Mmh. Excellent, excellent, super. Qu'est-ce que Je tu sais veux pas quoi rebondir? dire. Bah, c'est là où, tu vois, nous, on a un avantage en tant que comme chrétien, c'est qu'on a un idéal, c'est Christ et que, et qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a quand nous, on réfléchit à l'expérience de conversion et je pense que c'est les 2 axes. C'est nous, on parle pas de déconstruction, on parle de conversion et de sanctification. Hem et on ne se définit pas en fonction de qui sont les autres ou de ce qu'ils nous disent, mais de qui est Dieu et de ce que lui nous dit. Ouais, Et donc, dans la conversion aussi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant, c'est qu'on non seulement on abandonne le vieil homme et on se revêt de Christ. Et mmh, donc il y a cette dimension-là de devenir quelqu'un d'autre vraiment, tu vois? C'est pas juste devenir une meilleure version de toi-même parce qu'en fait, finalement, c'est une espèce de développement personnel que nous propose cette série. C'est-à-dire: «Ah bah, ouais, tu pas ouf quoi, faut que tu t'améliores quoi, faut que tu ouais, changes». Mais en ouais, ouais, fait, la réponse chrétienne, c'est pas que t'es pas ouf, c'est que t'es pourri jusqu'à la moelle c'est ça. et c'est pas faut que tu changes, c'est faut que Dieu te transforme. Et Ouais, donc là, il y a c'est le ça. même problème qu'avec Et tu Interstellar. tu n'es pas Euh, la solution à ton problème, quoi. C'est exactement, le problème qu'avec Interstellar, c'est ni quoi? l'autre. Ouais, C'est que le problème est extérieur à toi-même et que la solution est en toi. La Bible, elle dit l'inverse. ouais, Elle dit le problème est en toi, la solution est extérieure à toi-même. ouais, c'est ça. Et donc, en fait, et c'est là où il y a une vraie, il y a une vraie espérance et il y a un vrai espoir et moi, en Mmh, re-réfléchissant à la série, j'avais pas réfléchi en fait quand je l'ai vu, tu vois, parce que j'étais vraiment dans un mindset chrétien machin, euh, vision chrétienne du moins. Mais quand je l'ai réfléchi, j'ai repensé à moi aussi et enfin pas quand j'ai vu des critiques du machin et tout. Bref, et je me suis dit, mmh, mais par la grâce de Dieu, je suis pas ce que j'aurais dû être et ce que j'aurais pu être. Parce que, à mmh, bien des égards, je ressemblais à ce mec. euh, j'étais quelqu'un de violent, ouais, euh, j'étais quelqu'un de manipulateur, j'étais quelqu'un d'obsessionnel. mmh. Et en fait, tu vois, Un peu et tu chauve. dis, alors, à l'époque, j'étais pas chauve, mais, et tu dis, mais c'est Dieu qui m'a changé. Et s'il n'y a pas Mmh cette mh. espérance qu'il y ait quelqu'un qui est plus grand que moi, qui me connaît mieux que moi et qui a le pouvoir sur mon péché, sur mon cœur, si c'est pas lui qui me change, moi je pourrais pas me changer. Et donc en fait, le un, la promesse du christianisme est infiniment plus belle et infiniment plus puissante que la fausse promesse du développement personnel. Et deux, Bien on sûr. revêt Christ. Et donc Christ, à la fois, c'est le- celui qui nous transforme par son esprit, mais aussi c'est notre modèle. Et là, on a un modèle de vertu. Et donc, on, on, on peut dire à quoi devrait ressembler un homme, un vrai homme, et qu'est-ce que c'est la valeur et la vertu principale de la masculinité. Et, Ouais, et ça, encore une fois, on n'est pas laissé avec un bah, faut que tu deviennes meilleur, tu vois. On est laissé ouais, un c'est ça. voilà en fait ce qu'on veut être. Et là, on rejoint en fait Mmh, toute la dimension épique, etc. C'est le roi, c'est celui qui nous conduit, ouais, c'est c'est exactement. celui à la suite duquel on veut aller. Et c'est aussi le maître. Et en fait, c'est ça, c'est on est dans une société où il n'y a plus de maître. Et d'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire, Mmh. euh, Il y a plus de héros, il y a plus de figure, à laquelle tu peux te comparer et te dire: «Bah, par rapport à lui, je suis nul» ou sinon, si c'est des figures, c'est des vraiment des idoles qui sont que en fait des parodies de figures de vertu.
Et je, je, pour je, lequel tu je pourrais pense t'inspirer, quoi. que, je pense qu'en creux, je sais pas si c'est en creux ou peut-être juste moi qui le vois en creux, mais En boss? en boss, il y a on voit ça avec le père, tu vois. C'est-à-dire, Mm. celui qui aurait dû façonner, en fait, celui qui aurait dû être la figure, Exactement, ouais. le modèle, en fait, c'est le père. Ouais, Et il a été un anti-modèle. Et ouais, c'est-à-dire que euh, ces deux fils, ils sont devenus quoi? Bah, il y en a un qui est homosexuel et l'autre qui est complètement déconstruit. ouais. Euh, et donc, en fait, il n'a pas été cette figure. Et là où c'est là où c'est juste, c'est qu'au lieu Mm. d'édifier, de montrer, etc., il a déconstruit, il a détruit, etc. Donc ça, Ouais, c'est une, ouais. c'est une Ouais, on juste voit les description de... conséquences. Le péché des pères ont des conséquences sur les fils. Exactement. Et ça, c'est vrai. Euh, et encore une fois, euh, on ne voit pas de modèle de père vertueux, Non, c'est un guignol. de mari et C'est père alors, vertueux. c'est soit c'est un chacal, son père c'est un chacal et son oncle c'est un Ouais, guignol. Enfin, tu vois, ouais, c'est ça. dans Ouais, les c'est ça. figures, dans la génération au-dessus, en fait, Ouais, t'as un mec dépressif, Jean-Paul c'est Roux, ça. qui a loupé sa vie C'est parce ça. que machin. T'as Exactement. son père qui est un chacal, qui l'a détruit, et t'as Ouais, son oncle qui est un guignol qui sert à rien. c'est ça. Et t'as son pote Jean-Baptiste, mais qui est le papa copain, tu sais, rigolo, hyper léger, tu vois. Qui, pareil, n'est pas un modèle. Et en fait, tu vois encore notre Et société puis, et puis surtout, est. il s'est basé sur un mensonge, c'est-à-dire que le mec, il était paresseux, égoïste. Mm. T'alignes tous les trucs. C'est vraiment le Ouais, mec, ouais. le pauvre type, le type Ouais, pourri de la ouais, ouais. saison 1. Le Et sale type. qu'est-ce qu'il a fait changer? Il dit, il a rencontré machin et il a eu une fille. Et tu dis, Ouais. eh, c'est pas comme ça en fait. Il Ouais, ouais, rencontre c'est ça. quelqu'un et il a une fille et il devient comme le père de jeu en fait. Ouais, ouais, Il change pas, ouais, il c'est devient ça. pire. Et c'est ça. Et en plus, c'est une paternité qui est juste rigolote. Enfin, tu vois. Et t'as beaucoup ça aujourd'hui, tu sais. On met en avant vachement les pères, le rôle des pères qui s'investissent dans les familles, mais en fait, c'est des potes. C'est des animateurs de crèche. Ils sont Et tu sais rigolos. qui c'est qui dit ça aussi? C'est qui? Les féministes. Elles disent que c'est des potes. Mais en fait, elles disent ça. Elles disent, en fait, le problème avec ces modèles-là, c'est que Ouais, les mecs, c'est les nouveaux pères. Ils sont là ouais. que pour rigoler, que pour faire des loisirs, C'est ça. Et que ils pour assument passer du pas bon temps. exactement. Mais en fait, ils aident pas leurs femmes, C'est ils le pensent papa qu'à eux, copain. ils font que ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça. C'est le papa copain. Il veut faire tous les trucs cool, fun avec son gamin. Mais tu dis, on verra quand il sera à l'adolescence, quoi. Tu vois. On verra quand il y aura des embrouilles, quand il y aura des machins. Et est-ce que vraiment il aide son épouse, quoi. Donc ça, c'est effectivement, c'est aussi tout un sujet. Mais tu n'as pas, notre société est incapable de produire une image d'homme mature, euh, c'est-à-dire qui arrive à justement à cet âge-là, normalement une quarantaine, c'est à peu près une période quand même, même aujourd'hui où les choses sont un peu décalées, mais tu es marié, tu as des enfants, où tu n'as pas de père de famille qui soit un mec solide, quoi. Tu vois. Quelqu'un qui est droit, qui est aimant, qui tient sa place, qui assume ses responsabilités, ses vocations, etc. Elle est incapable de penser que ça existe. Et le Hmm. fait de l'absence totale, et même on avait vu avec Nancy Percy qu'à chaque fois, la figure du père, c'était toutes les 2 minutes, je crois, non? Il y avait une enquête qui avait été faite, toutes les 2 minutes, tu avais un gag sur un père qui était fait. En gros, c'est le père de Malcolm, c'est euh, Family Guy, c'est tous Family ces Guys, gars-là. Simpson. les deux Simpson, c'est enfants, les c'est gros Homer guignols. Simpson, voilà tout ça. C'est ça. Et le père n'est plus que ça. Et t'as pas d'image de père qui a les épaules solides et qui finalement reflète, et c'est tout l'héritage aussi de toute la société des boomers 68 arts, etc., de liberté, de déconstruction de tout. En fait, aujourd'hui, tu récoltes ça et tu dis, bah, qu'est-ce que cette société, elle a transmis comme modèle de père qui tient la route. Bah, on les cherche toujours. Hmm. On les cherche toujours. Euh, et c'est pour ça qu'on a besoin de Maximus. C'est pour ça qu'on On a a besoin de besoin de Maximus. Maximus. Voilà, qui s'en Exact. fout de la gloire de Rome, qui veut rentrer voir sa femme et son enfant pour s'occuper de sa famille, quoi. Putain, Maximus, Hmm. quoi. Mais Purée. on va faire un épisode sur Maximus. Mais oui, mais oui. Maximus, un des plus grands héros de l'histoire du cinéma. Mon top 3, Maximus. Il est incroyable. Bon, c'est un gros païen, il s'agenouille devant des idoles, mais
hormis ça, hormis ça, il déchire. Ouais, je me demande dans quelle Euh, mesure même Maximus c'est très représentatif du pater familias du monde romain, tu vois. ouais. Mais on verra Et quand on ça, en ça va parlera. avec le. Ouais, ouais. Mais ça va avec. Mais tu sais, t'avais le Mos Majorum là dans l'Empire romain, avec les vertus cathédrales que devait avoir un homme. Et en fait, il y avait une communication dans la société romaine que l'homme devait être un, un homme droit. Tu avais un cadre qui était donné quand même à la masculinité. Il y avait une idée de la vertu, une Hmm. idée du devoir, une idée de la responsabilité qui était quand même transmise dans la société et qu'aujourd'hui tu n'as plus du tout. Si ce n'est de ne pas être toxique et de se remettre en question et d'être déconstruit, quoi. Il n'y a rien qu'on construit. Notre société est incapable de construire de toute façon quelque chose. Donc, euh, donc voilà, voilà, quoi. Bien, et ben écoute, on en reste là. Restons-en là. Voilà. Donc pour un épisode de bref, regardez Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Euh, C'est la regardez prescription. voilà, le Soldat Ryan, Predator, Braveheart. Rambo 1. Voilà, des films comme ça qui vont vous soigner. Terminator 2. Terminator 2, bien sûr. Voilà, et ça va vous guérir un petit peu de bref. Mais c'est vrai que je pense, enfin je sais pas, mais Tu mets moi qui étais bref et biberonné. 300 à côté comme ça. Ça c'est- ferait une œuvre d'art contemporain, tu vois. Tu les Ah ouais, c'est projettes en clair. même temps. C'est clair. Et tu imagines Léonidas qui l'attrape par callback, qui le met en première ligne et qui lui dit allez, vas-y. Ah ouh. Tu sais. Mais, ouais. Mais c'est vrai que quand tu as grandi avec ça, avec tu vois, même, bon, moi je me suis converti à 23 ans, mais je pense, enfin, tu vois, j'ai grandi avec tous ces modèles-là. Et il y avait dans les années, justement, en 90, 2000, vraiment des idées, des personnages encore qui étaient épiques, avec des gars qui se battaient pour des causes plus grandes qu'eux, qui étaient prêts à mourir. Le soldat Ryan, quoi, tu vois, t'es prêt à donner ta vie, Band of Brothers, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs où tu avais ce côté épique, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est incapable de ne plus produire ça. Et je me dis, ça manque, je pense aussi à une génération d'avoir des héros euh, qui incarne dans un monde où qui est pas tout, justement, on n'est pas dans la postmodernité totalement, où on arrive à discerner le bien du mal, le beau du laid, la vérité du mensonge, et avec des personnages qui incarnent cette lutte du bien contre le mal. On a besoin de ces belles histoires, quoi. Et ça participe aussi à nourrir un imaginaire. Et moi, je sais que les enfants à la famille, dans la famille, bon, on peut pas non plus. Là, ils sont maintenant dans la période de l'adolescence. Il y a des choses qui leur plaisent aujourd'hui, qui sont de l'époque, mais de leur époque. Mais nous, on essaye vraiment de leur mettre des classiques, sans jouer sur la nostalgie du c'était mieux avant, mais des classiques, peu importe l'époque, mais de leur montrer des vrais bons films et d'analyser justement, de voir ce qu'il y a derrière, les valeurs qu'il y a derrière, avec quoi on est d'accord, avec quoi on n'est pas d'accord, mais où il y a vraiment des personnages qui incarnent quelque chose, euh, tu vois, qui rejoint plus la vision biblique du monde pour qu'ils aient ouais, nourrir un imaginaire aussi. Hmm. Ouais. Voilà. Et puis je pense que justement, tu- l'imaginaire social, il est construit aussi avec des références. Et bien sûr. Euh, et en fait, quand as des figures comme ça, tu associes un univers, tu Mais associes oui, des vertus, tu associes des mais bien valeurs. sûr. Et en fait, et c'est pour ça que les produits culturels et les produits artistiques, les produits médiatiques, façonnent autant le monde, parce que ça Mais oui. devient des références communes. Ouais. Avec, moi, je me souviens quand on était petit, que tu avais les visiteurs qui étaient sortis, tu arrivais dans la cour, tu courais vers les mecs, Montjoie, Saint-Denis, tu Mais te oui, mettais mais sur la oui, tronche quand tu mais joues au oui, foot. Et il y a des trucs, avec Maximus, t'as force et honneur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? mais oui. T'es là, tu te serrais la main, on se serrait tous la main, on était tous plein de force et honneur, on se prenait pour des gladiateurs, tu vois. Voilà, C'est bon ça, là, t'as tu bref, sortais du cinéma ou tu sortais, c'est t'avais vu ça. le Et truc avec tes potes, mais ouais, moi quand j'ai vu Bootsport avec Van Damme, je me souviens, j'ai sauté sur mon lit, je tirais des coups de pied
en l'air, j'ai mis un coup de pied dans un radiateur, je me suis éclaté le pied, je me suis arraché deux, je me suis arraché deux ongles d'orteil de pied, tu vois. Et c'était mythique, tu vois. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, tu le vois avec Bref, t'as plein de gens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le phénomène de Bref? Bah, t'as plein de gars qui ont fait des parodies de Bref sur les réseaux sociaux. Je me souviens, t'avais du Bref de partout. Et Ouais. tu dis, bah ouais, en fait, ça permet cette identification qui te conforte. Mais Alors que tu c'est aussi regardais la Vandame, punchline, tu vois. C'est quoi la punchline? ouais, C'est quoi la punchline? Là, c'est force et honneur. C'est là ouais, dans Terminator 2, I'll ouais, be back, et tout comme ça. Et là, la punchline du film, c'est ça. c'est moi le mec de la série, c'est moi le mec du film. Ouais, En fait, c'est ouais. ça que tu Dans retiens, quoi. Predator, c'est s'il peut saigner, il peut mourir. Tu sais, au début, ils s'en prennent plein la tronche et tout, puis à un moment donné, ils voient qu'il saigne. Et je leur dis, s'il peut saigner, il peut mourir. Et là, tu sais que c'est bon, quoi. Tu vois, ça y est, c'est parti. Envoie du lourd. Oh là là. Faudrait qu'on se le fasse, Predator. Un jour. Je l'ai Mais dit 10 fois ça, déjà, tu mais vois, ça c'est c'est tellement une incroyable. bonne question à se poser. C'est quoi la punchline du film? C'est Ouais, quoi la c'est quoi punchline de la série? qui reste? Ouais, C'est quoi la rêve principale? Et en fait, ouais. une fois que tu as répondu à cette question, tu sais ce que la série elle veut laisser comme empreinte. C'est ça. Tu vois l'imaginaire qui reste, quoi. Tout à fait. Exact. Ouais. Excellent. Excellent. Eh bien, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain épisode. Et dans 2 semaines, on aura un invité en l'illustre personne de Yannick Imbert qui nous rejoindra. On avait déjà fait des épisodes avec Yannick, qui est professeur d'apologétique à la faculté Jean Calvin et qui a écrit un livre sur le Moyen Âge. Et c'est bien, ça va faire le lien un petit peu avec les visiteurs. Et justement, on va essayer de plonger dans l'histoire du Moyen Âge et de voir dans cette époque fascinante, et notamment l'histoire de l'Église au Moyen Âge, qu'est-ce qu'on a de bon et d'utile à retenir de cette époque. Souvent, en tant qu'évangélique, on a l'impression que bon, on a des racines à la Réforme et qu'on fait un saut dans le temps jusqu'au père de l'Église et il y a juste un blackout de toute cette période-là, comme si elle n'était qu'une période sombre de l'Église et qu'il n'y a rien de bon à en retirer. Mais avec le livre de Yannick, on va voir qu'il y a quand même des choses vraiment super pour nous et qu'il y a un reste fidèle tout au long de l'histoire de l'Église et qu'on peut tirer de leur histoire plein d'enseignements pour nous aujourd'hui, bien qu'on soit dans un contexte très différent. En attendant, si ça vous a plu, mettez-nous les étoiles, un pouce, partagez à vos amis et allez regarder Gladiator. Salut Matt. Salut Raph.